Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. La Korité à la une de l'actualité de ce mercredi. Une partie des musulmans a prié aujourd'hui à l'appel de la coordination des musulmans du Sénégal. Des messages forts de paix et de solidarité à écouter dans quelques instants. La majorité de la communauté musulmane prie demain, mais la grande mosquée restera fermée en raison du coronavirus. Des fidèles contestent cette mesure qui date pratiquement de l'année dernière. L'exploitation du zircon dans la zone des Niayes inquiète les producteurs et agriculteurs. Ils invitent l'État à prendre en compte leurs difficultés internes à travers un diagnostic général du secteur de l'horticulture. Et parlant de culture, la découverte de ce soir nous emmène à Diamniadio, la culture de fraises placée au Sénégal parmi les rares pays de l'Afrique producteurs de fraises bio. Un endroit insoupçonné à découvrir en fin d'édition. Tout de suite de développement. Et nous démarrons ce journal avec la Korité célébrée par une partie de la communauté musulmane aujourd'hui. La coordination des musulmans du Sénégal s'est basée sur l'observation du croissant lunaire dans certains pays de la sous-région. Mame Abdou Gaye Kassé et Seydina Mbaye ont assisté à la prière de ce matin à Niaritali. Des messages forts de paix, de solidarité et de cohésion sociale. Reportage. Ils sont plusieurs centaines de musulmans à s'être prosternés sur la pelouse synthétique de NGB Niaritali. Les hommes devant, les femmes derrière. Ce monsieur a jeûné 29 jours. Il a quitté Ouagouniaï pour venir prier ici. Sa décision découle de l'observation du croissant lunaire dans certains pays de la sous-région. Il dit n'avoir fait qu'appliquer la charia. Quand j'ai su que une partie de la communauté musulmane prie aujourd'hui, alors que moi j'avais jeûné le premier jour, et dans les mêmes circonstances, qu'on m'a dit que des musulmans ont vu la lune, donc je ne peux que respecter les prescriptions divines. Donc quand effectivement on m'a dit que si la lune est apparue, j'étais obligé de couper mon jeûne, de donner mon zakat avant de venir et de venir prier. Cependant, ce père de famille trouve inacceptable que l'Aïd el-Fitr soit célébré chaque année dans le désordre le plus total. Vous savez, ça c'est un problème étatique. Il faut que les autorités étatiques prennent leurs responsabilités. Les musulmans ensuite, puisque nous sommes une même communauté, il ne peut pas y avoir 5 Korités, 3 Korités, 2 Korités. Avant nos indépendances, il n'y a jamais eu ces problèmes-là de 2 Korités, de 3 Tabaski. Tu as vu? Quand la lune était apparue, un des responsables ou bien un des dirigeants religieux annonçait ça. En particulier, on parlait peut-être de Seigne Babakarsi, et tout le monde jeûnait, et bien tout le monde rompait le jeûne, ou bien tout le monde jeûnait. Cette dame, elle aussi, invoque les mêmes raisons. La présidente des jeunesses musulmanes de Grand Dakar regrette qu'à chaque année, qu'on ait plusieurs Korités au Sénégal. C'est dû aux confréries. Il y a beaucoup de confréries. Il y a exemple les confréries Tidjaniya, Mouridisme et autres, c'est pour cela. Et vous pensez que cela est normal? Non, cela n'est pas normal. Il faut que les chefs religieux se mettent d'accord sur un point pour que la prochaine fois, Inch'Allah, que l'on puisse célébrer la fête ensemble. La célébration de l'Aïd el-Fitr de cette année n'est donc pas une exception. Le Sénégal passe la fête, comme chaque année, en ordre dispersé. L'écrasante majorité des musulmans prie ce jeudi. Et vous l'avez dit, Mame Abdou Gaye Kassé, la majorité des musulmans sénégalais, oui, célèbrent la Korité demain, jeudi. Mais la grande mosquée de Dakar maintient ses portes closes. La mesure remonte pratiquement au début de la pandémie au Sénégal il y a un an. Et cette fermeture de la grande mosquée de Dakar ne fait pas l'unanimité. Le reportage de Aïssatou Kane sur des images de Moussa Fall. Trouvé sur l'allée Pape Gueye Fall, pour cet habitant à la cité capverdienne, la grande mosquée est sa mosquée préférée. Bien que la maladie continue de faire son bonhomme de chemin, il est regrettable de fermer la mosquée.
La grande mosquée, c'est notre mosquée. Vraiment, on aurait bien aimé pouvoir y prier. Mais malheureusement, la pandémie étant toujours là, on est obligé de faire avec. Bien vrai qu'on est des fois, on part vers d'autres mosquées pour prier. Ouais. On aurait bien voulu qu'elle soit rouverte pour la fête au moins. Apparemment, il semble que l'imam est un peu malade. Et ça ne dépend que de lui. Quelque part, derrière le mur de la mosquée, ce vendeur a déposé sa marchandise. Pour éviter d'être déguerpi, il a voulu garder l'anonymat. Il préconise l'ouverture de la mosquée avec le respect des mesures barrières. Je pense s'il avait ouvert la mosquée, ça allait être mieux. Il faudrait juste veiller au respect strict des mesures barrières, surtout la distanciation sociale. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, franchement. Je déplore cette fermeture. Ce père de famille compte prier ailleurs. Il remet en cause cette décision qui n'a selon lui que trop duré, alors que les citoyens ont repris le rythme de vie habituel. Depuis l'année dernière, nous vivons avec le coronavirus. Il nous est permis de voyager. On s'entasse dans les bus. Les autres mosquées sont ouvertes. À quoi bon fermer la grande mosquée? Ils n'ont qu'à l'ouvrir. Moi, je compte aller à Massalikul Jinan pour goûter au succulent plat. Depuis mars 2020, la grande mosquée de Dakar, l'une des plus vastes d'Afrique de l'Ouest, a fermé ses portes aux fidèles. Après un an de fermeture à cause de la pandémie, ces derniers s'impatientent. Leur souhait est de reprendre les prières. Et beaucoup rallient leur région natale pour une célébration en famille. Un peu plus tôt dans la matinée, certaines artères de Dakar étaient presque désertes, pas d'embouteillage, pas de foule, comme vous allez tout de suite le voir dans ce reportage de Seynabou Babou et Séléman Diallo. 10 heures dans les rues de Dakar, un vent frais souffle. À l'avenue Cheikh Anta Diop, pas de monde. Les quelques passants trouvés sur place vaquent pleinement à leurs occupations. Les voitures circulent librement, une situation qui réjouit Lamine Cissé. Ces 3 derniers jours, il y avait trop d'embouteillages, mais par contre, aujourd'hui, la route est libre. Sûrement, les gens sont partis pour passer la fête auprès des leurs. Il y en a qui sont contents, par contre, pour d'autres, ça ne les arrange pas, comme les commerçants. Par exemple, ceux qui préfèrent écouler leurs marchandises en pleine route au niveau des bouchons. Installé au long du trottoir de l'université transformé en mini-marché, ce vendeur d'habits répondant au nom de Mbaye s'estime heureux de la fluidité de la circulation. Selon lui, cette situation l'arrange et pour cause. Les gens sont partis pour fêter la Korité. C'est à cause de cela qu'il n'y a pas de bouchons. Si ce n'était pas à cause de la fête, il y aurait beaucoup d'embouteillages. En tout cas, je suis content. Ça nous arrange. Nous, les vendeurs, on peut aller récupérer nos bagages sans problème et vite fait, alors que s'il y a des bouchons, nos activités sont ralenties. Cette étudiante fait partie des gens qui quittent Dakar pour aller passer la fête en famille. Elle se prépare pour rallier Mbour. Diara dit ne pas constater d'embouteillage en cette veille de fête pour certains, contrairement aux 3 derniers jours. Aujourd'hui, j'ai constaté beaucoup de changements parce que la plupart, 7h, rond-point université, de 7h30, je peux dire 6h, la circulation est bouchée jusqu'à presque 9h du matin, après un peu de changement. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je pense que tout le monde est parti fêter la fête saison. Ça me réjouit un peu parce que moi je dois rentrer jusqu'à Mbour. Je pars comme ça. Bourguiba, avenue Cheikh Anta Diop, Védène, des secteurs qui ont l'habitude de vivre au rythme des embouteillages. Mais en cette veille de fête, les lieux changent de décor, une situation appréciée par les populations, mais pas pour les conducteurs de taxi.
Merci beaucoup, Seynabou Babou. Et l'on va maintenant s'intéresser à un plat, disons, symbolique. Il s'agit du lard ou bouilli. Elles sont nombreuses, les familles qui petit déjeunent avec le jour de la Korité. Pourquoi ce choix? Ngor Diouf nous dit. Grand Dakar, dans ce quartier populaire, le lard a longtemps été considéré comme un plat presque obligatoire dans la matinée de la Korité pour le petit déjeuner. En cette veille de fête, les moulins à mil refusés du monde. Mais aujourd'hui, difficile de voir l'ombre d'un client dans ces endroits. Auparavant, c'était difficile d'avoir une place au sein des machines à moulin. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Peut-être c'est la pandémie de Covid-19, en tout cas, on rend grâce à Dieu. Un plat qui atteste du savoir-faire des Sénégalaises est fait de farine de mil réduite en grains ou de mil concassé. Mais aujourd'hui, avec les multiples ingrédients, chaque famille a ses astuces pour préparer un bon plat de lard. Il y a plusieurs manières de savoir si ton lard sera succulent ou pas. Par exemple, prendre un poignet de farine de mil et le mettre dans la marmite. Et si la bouillie commence à prendre forme, et à partir de ce moment, il sera question avec l'aide d'un enfant de bien remuer la marmite, tout en ayant les ingrédients nécessaires. Le lard se digère plutôt bien. Salif Faye, inconditionnel des lards, en prend toutes les qualités. À la place de la viande, je préfère le lard. Chaque Korité, je fais le tour des maisons du quartier avec mes amis. Je suis un vrai amateur de lard, mais aujourd'hui, la façon dont on le prépare fait disparaître le goût. Auparavant, il y avait des assiettes spéciales pour manger le lard, et puis on le mangeait en famille. Le lard, un plat traditionnel au menu du petit déjeuner de la Korité. Aujourd'hui, cette pratique est de moins en moins fréquente dans plusieurs familles selon nos interlocuteurs. Eh oui, on en raffole Ngor Diouf. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec l'exploitation du zircon dans la zone d'Eniaï qui inquiète les producteurs et agriculteurs. Le président de l'association pour la promotion des produits horticoles du Sénégal exige des états généraux de l'horticulture afin de mieux identifier les difficultés du secteur. Pour Issa Omar Bass, les défis sont énormes. Entretien avec El Hadj Malick Cissé dans Kenwas Kanui sur ITV. C'est Kayar, c'est Lompoul, c'est Djogo, c'est Fastboy, c'est partout. Le zircon et le pétrole, le gaz, ça commence à ressembler à une véritable malédiction pour les populations qui vivent dans la zone des Niayes aujourd'hui. On est en train de déplacer des populations sans communiquer avec elles comme il se devait, pour qu'elles comprennent la situation et surtout sans leur donner une compensation qui est à la hauteur de ce qu'ils sont en train de perdre. Je suis en train de me battre pour qu'on aille vers les états généraux de l'horticulture au Sénégal. Il faut qu'on aille pour identifier l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et entrevoir ce qui va venir. C'est ça un vrai leadership. Et voir qu'est-ce qui va nous arriver dans 5 ans, dans 6 ans, et voir que les aspects qui sont positifs là-dedans, les renforcer et voir ce qui pourrait être négatif et voir comment est-ce qu'on peut contrecarrer ça. Donc je souhaiterais à ce que les ministères de l'agriculture, commerce, environnement, économie, élevage, à ce que l'on s'asseye pour voir, pêche, pour voir quelle est la situation actuelle et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Malheureusement, je suis en train de taper à des portes où il y a des sourds derrière qui n'entendent pas. J'ai envoyé 4 demande d'audience au ministère du Commerce, ils ne m'ont même pas répondu. Ministère de l'Agriculture, même chose. Ministère de l'Environnement, et c'est ça la situation. Il faut qu'on mette le problème sur la table, qu'on communique mieux avec les populations pour pouvoir voir les solutions que l'on pourrait apporter.
Un mot à présent sur les élections locales prévues officiellement le 23 janvier 2022. Et il est important de savoir que le système du parrainage ne sera pas appliqué lors de ces élections territoriales. Et c'est d'ailleurs une des résolutions de la commission politique du dialogue national. Déthié Faye du pôle des non-alignés déclare que le Sénégal ne dispose pas pour le moment de moyens qui lui permet justement d'appliquer ce système lors des élections locales. Un système qui, je le rappelle, a été déjà expérimenté en 2019 lors de la présidentielle. Déthié Faye, que nous écoutons. À l'issue des constatations de la commission politique, il a été retenu que les élections locales ne seront pas concernées par le parrainage. Parce que la commission avait estimé qu'il fallait faire l'évaluation du parrainage, mais comme c'est l'élection présidentielle qui était concernée par le parrainage passé, nous avons estimé qu'en attendant qu'on ait les résultats de cette évaluation, il faut surseoir à l'application de la loi sur le parrainage. C'est qu'il n'y aura pas de parrainage aux élections locales prochaines. Nous l'apprécions positivement parce que dès que cette affaire de parrainage a été soulevée en 2017-2018, le pôle des non-alignés s'est toujours opposé au parrainage. Parce que simplement, nous sommes d'accord sur le principe de la rationalisation des candidatures, mais nous estimons que nous n'avons pas encore suffisamment d'outils performants et acceptables pour le contrôle du parrainage. Chacun a vu les difficultés qu'il y avait pour le parrainage à l'élection présidentielle. Si cela devait être repris pour les locales, ce serait la catastrophe parce que le dépôt se ferait au niveau des préfectures et des sous-préfectures et dans chaque préfecture et sous-préfecture, ce serait vraiment des tensions et qui pourraient conduire le pays dans une instabilité incontrôlable. C'est la raison pour laquelle, quand la question a été abordée lors de la concertation, les acteurs politiques ont fini par comprendre que le parrainage est tellement complexe et on devait l'appliquer à une élection aussi difficile que les élections locales, on risque de nous enliser. On retiendra également de l'actualité de ce mercredi que le ministre des Transports, Mansour Faye, a réceptionné 542 véhicules de transport de personnes. Les cibles prioritaires, les élèves et les étudiants. Ensuite, les travailleurs des sphères ministérielles de Diamniadio, ils vont également en bénéficier pour justement faciliter leur mobilité. Le ministre des Transports, Mansour Faye, est interrogé par Babacar Seck. Pour la distribution de ces véhicules, le chef de l'État a décidé de privilégier la jeunesse en général ainsi que les élèves et étudiants en particulier. À cet effet, un bus de 55 places a été donné au lycée de Kédougou, un bus de 55 places au lycée d'excellence de Diourbel, un bus de 55 places au centre Talibou Dabo et un bus de luxe de 37 places au Dara Rahma de Diamniadio. Pour ce qui concerne spécifiquement les universités et les étudiants, le président de la République a déjà octroyé 29 bus de 55 places. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de soutien de l'État au secteur de la jeunesse, notamment celle en formation dans les universités. C'est avec un réel plaisir que je mets en œuvre, à la présence de mon collègue, Cheikh Omar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'instruction de M. le Président de la République, M. Macky Sall, de donner 20 minibus supplémentaires de 20 places au monde universitaire. Des minibus seront mis à la disposition des ministères situés dans les sphères ministérielles de Diamniadio pour soulager les travailleurs dans leurs besoins de mobilité. De nouveaux jalons posés pour développer l'aquaculture. Une ferme aquacole industrielle de 10 000 tonnes opérationnelle dès 2022. Et nous allons à ce propos écouter les explications du ministre de la Pêche, Alioune Ndoye. L'objet de ce protocole est de mutualiser les efforts des différentes structures signataires pour amorcer le développement d'une aquaculture industrielle et durable au Sénégal. En effet, il est noté jusqu'ici, au niveau national, des fermes aquacoles de petite échelle et de type communautaire, qui, même si elles contribuent à la sécurité alimentaire, ne peuvent pas sous-tendre les objectifs visés dans le PSE en matière d'aquaculture.
Malgré les efforts consentis par le département, le niveau actuel de l'aquaculture est amélioré pour répondre aux attentes de fourniture de protéines d'origine animale, d'emploi pour les jeunes et les femmes et de création de richesses. L'aquaculture constitue aujourd'hui une alternative viable pour combler le déficit d'approvisionnement en produits halieutiques. Elle est le sous-secteur alimentaire qui affiche le taux de croissance annuel le plus élevé à l'échelle mondiale, avec 5,8% selon la FAO. La création de la société de projets aquacoles par le Fonds 6 est dotée d'un capital d'amorçage d'1 milliard de francs CFA. L'identification par l'ANA, avec l'appui de l'OLAC, de sites pouvant accueillir les sous-projets de production de poissons, avec pour espèces ciblées la dorade et le loup-bar en marin, le poisson-chat et le tilapia en eau douce et la mise à disposition de ces espèces. Dans le reste de l'actualité, cette bonne nouvelle pour les habitants de Mbour-Nguerkhor finit les pénuries d'eau. La commune a finalement intégré le réseau hydraulique et pour commencer, 500 branchements sociaux ont déjà été installés, nous dit Muntaga Khan. Désormais, l'eau coule à flot à Nguerkhor, qui vient d'être incorporée dans le système de l'hydraulique grande, et la joie de ces populations qui viennent de rompre avec le calvaire de la quête de l'eau potable qui a duré 30 ans. Nous avons beaucoup souffert à Nguerkhor, une souffrance de 30 ans, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et la douleur est le maître de l'homme. Et aujourd'hui, pourquoi nous devons remercier le président Macky Sall? La souffrance de 30 ans est finie. C'est le directeur général de la SONES qui a procédé à la réception d'un château d'eau d'une capacité de 1100 m3 de 3 forages et de 60 km de réseau de distribution. Donc nous sommes entre autres venus non seulement pour constater la fin des travaux, mais aussi pour installer la Sen'Eau en tant qu'opérateur pour satisfaire les besoins en eau potable des 60 000 personnes de la commune de Nguerkhor. En attendant l'installation des compteurs, les clients devront payer par estimation. Il y a 5 000 branchements au moins à changer, mais en attendant de les changer, il faut appliquer une facturation et nous n'avons rien fait d'autre qu'aller voir Razifor qui nous a remis l'ensemble des informations de la clientèle sur la consommation moyenne de chaque client et c'est exactement ce que les clients consommaient avec l'Azufor que nous allons répercuter, que nous allons reprendre ici pendant 6 mois. Place à la rubrique découverte à présent. Le Sénégal, producteur de fraises naturelles et sucrées. C'est d'ailleurs l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest à proposer des fraises 100% bio. Et nous vous proposons de découvrir ce soir le champ de fraises de Diamniadio où des jeunes s'activent dans la culture de ce fruit rouge. La découverte de ce soir est signée Amago Robernian. Ici, derrière ce baobab, dans la localité de Ndoyen, il s'étend sur une superficie d'1 hectare. Nous arrivons à l'heure de la récolte matinale. Le jeune Ablaï, soudeur métallique à ses heures perdues, est le chef d'équipe. Nous faisons ici tout type de travail permettant d'avoir de bonnes fraises, désherbage, défeuillage, entre autres. Je dirige le travail ici. On peut dire que je suis leur patron. Après la récolte, place au tri, puis à la pesée et à l'emballage. C'est moi qui trie les fraises après les récoltes. Ensuite, je les mets dans ces caissons. Destination Dakar, Thiès. Parfois, ça dépend des commandes. Ça dépend des commandes aussi. Commande de Dakar, Thiès, partout. Les fraisiers sont faciles à cultiver en plein soleil, mais il faudra les arroser régulièrement de sorte que les plants ne manquent jamais d'eau. Et pour cela, c'est Bassirou qui s'en occupe. Les fraises ne supportent pas l'aridité. J'arrose jusqu'à midi et je fais une pause pour ensuite reprendre l'arrosage vers 15h, 16h. Et je termine parfois vers 18h. Le voici, Salif Ba est le propriétaire du champ. Après son master 2 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar,
C'est ici qu'il va poursuivre son autre rêve. Oui, après mon bac au lycée de Sébikotane, j'ai été orienté au département d'anglais de l'université de Dakar, où j'ai fait 5 ans et j'ai obtenu mon master 2. Et c'est après que je me suis reconverti directement sur tout ce qui est agriculture et la culture des fraises plus précisément. Donc c'est une culture qui m'a beaucoup fasciné parce que même étant jeune déjà, voilà, je m'intéressais trop à la culture. Aujourd'hui, son projet a généré 4 emplois directs et 15 autres indirects. Il a 3 ans ou 4 ans. Et c'était beaucoup plus pour mettre en valeur la culture des fraises qui s'effectuait dans cette zone. Et alhamdulillah, on arrive aujourd'hui à faire partie des premiers producteurs de fraises dans la zone. Avec une quantité de production de plus de 200 kg par récolte, Salif quitte Ndoyen tous les jours, direction Dakar, pour assurer la livraison du jour. Et on se quitte sur ces images signées Cher Ogay. Merci d'avoir suivi ce jour-là. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. On se retrouve demain soir pour une édition en français. Bonsoir à tous.